Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anissa Lalaoum, un personnage haut en couleur qui s'assume pleinement, tour à tour, mentor spirituel, guérisseuse de l'amour, chamane berbère ou encore la complice idéale pour un karaoké. Dans cet épisode, Anissa se livre avec une honnêteté désarmante et n'hésite pas à me bousculer, notamment sur des sujets tels que l'abondance. Nous sommes l'abondance. Donc si nous sommes l'abondance en réalité, ce que nous faisons en permanence, c'est de croire que nous ne le sommes pas. C'est là où on est dans le manque. Et c'était ce que tu fais depuis tout à l'heure et que tout le monde fait. Elle va aussi te secouer. Et ça, c'est bien de le dire pour ceux qui veulent réaliser leurs rêves, ceux qui veulent rencontrer le couple idéal, ça et tout. Faut arrêter de croire qu'on est prêt. On n'est jamais prêt. Après une vie classique entre CDI, maison et mariage suivi d'un burn-out, Anissa vous propose une vision différente de la vie et vous invite à la remise en question. En fait, remplace juste tes insécurités par la vie. Arrête de vouloir tamponner tout ton chemin en fait, de matelas pour ne pas avoir mal. Vis la vie et vois ce qu'elle t'offre. Dans cet épisode, l'amour, un de ses sujets de prédilection, occupe une place prépondérante. Et croyez-moi, cet épisode m'a profondément bousculé. Et avant d'embarquer avec Anissa, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu trouveras les vidéos pépites de cette interview. Allez, bonne écoute. Salut Anissa, comment te sens-tu ce matin ? Salut Nico. Écoute, je me sens en joie. Ouais. Avec une pointe d'excitation et du calme. La joie, ça se voit. Quand je t'ai vu arriver... Non mais tu dégages cette joie-là. Trop bien. C'est quelque chose que j'adore. N'hésite pas à rapprocher un tout petit peu ton micro. Comme quand je fais mes séances de karaoké. Non, Voilà. pas trop non plus, mais tu vois, enfin le juste milieu. Ok. Mais ça va, on devrait bien l'entendre parce que je sais que tu as de l'énergie à revendre, de l'énergie que tu as dans ta vie. Clairement, je suis hallucinée. En fait, moi, je vais être honnête, je te suivais. On s'était contacté en début d'année et je te suivais. Comme ça, je voyais un peu ce que tu faisais. Et t'as un Reels sur Instagram qui m'a marqué un soir, il y a quelques jours, parce qu'il n'y a pas longtemps. Et tu parlais de l'abondance, du manque et de l'abondance de l'abondance. Et que tu avais choisi que toi, tu étais dans l'abondance de l'abondance. Et ça m'a fait un truc où je me suis dit, j'adore. Et en fait, c'était comme si c'était le déclic qu'il me fallait, où je me suis dit, non mais là, il faut que je te parle. Et je t'ai envoyé un message, et tu te retrouves ici. Et on va parler de tout ça, parce que tu as un parcours de vie qui, je pense, va inspirer les gens excessivement sur des changements de vie. Mais pour tout ce que tu représentes aujourd'hui, et qui tu es. Si tu es dans une soirée, avec mes potes, ils ne te connaissent pas, et ils disent, hey Anissa, t'es qui ? Qu'est-ce que tu réponds ? Je dis, qu'est-ce que je pourrais dire ? Attends, t'es qui ? J'avoue. Putain. Si tu me dis t'es qui peut-être pas t'es qui. Ouais, voilà. Non, mais. Présente-toi, tu viens d'où J'avoue qu'en général, on m'aborde rarement comme ça. Ouais. Parce qu'en général, moi, comme je m'intéresse à l'autre, et que c'est moi qui pose cette question-là en général, et que j'adore apprendre sur les autres, et c'est après, on me dit, et sinon tu fais quoi ? En général, ils me disent ça. Sinon, tu fais quoi ? Parce que c'est plus ce que je fais qui les intrigue que qui je suis. Parce que j'ai l'impression que peut-être les gens se font déjà une idée sur qui je suis. Tu vois, sur peut-être... tu vois, ils me disent, ouais, je sais pas, il y a 2 jours, j'étais à une terrasse d'un café, et puis il y a une femme, elle m'a abordée, et puis elle me dit, oh, j'adore. Et elle me dit, j'adore votre personnage. Tu vois, comme il y a un personnage, je me dis que les gens peut-être projettent quelque chose sur moi, tu vois. Et peut-être que je crée ce personnage-là justement pour qu'ils projettent. Est-ce que c'est pas ton tatouage ? Oui, bien sûr. La lèvre, bien sûr, il y a le tatouage, il y a le cuir, il y a plein de choses en fait qui sont mis en avant dans le cadre du personnage. Parce que moi, je m'imagine comme un personnage. Je peux l'habiller, ce personnage-là. Tu vois, je peux jouer avec ce personnage-là. Donc, quand tu me dis t'es qui, tu vois, ça vient me bousculer un peu en me disant, ok, quel personnage je vais présenter aujourd'hui, tu vois. Parce que dans l'idée, je présente déjà un personnage, donc je me dis. Voilà, les gens pourront s'approprier ce personnage-là. Ils peuvent voir une super-héroïne, ils peuvent voir une mentor spirituelle, ils peuvent voir une guérisseuse sur l'amour, et ils peuvent voir juste Anissa qui fait un karaoké. Tu vois, tout dépendra en fait de ta soirée. Tu vois, parce que s'il y a un karaoké, je vais être en mode go. Tu vois, si c'est on est en mode de méditation, je peux aller aussi là-dedans. Tu vois, en fait, je suis presque un caméléon en fonction de là où j'arrive. Ouais, je vois très bien. Moi, en général, mes soirées, c'est des soirées déguisées. Trop bien. J'adore ça. Eh ben, je serais déjà dans le personnage. Donc, si j'arrive, tu me dis t'es qui ? Je te dirais super héroïne de l'amour.
Tu vois. Oui, mais ce serait tout à fait ça. La dernière soirée que j'ai pu faire, c'était une soirée diva. Et ben voilà. Et je voulais que chacun incarne une diva. J'ai failli appeler ce podcast Be a Diva. On parlait du nom du podcast parce que j'estimais qu'on est tous quelque part une diva quand on incarne son unicité. Tu vois ? Et qu'une diva, c'est pas Maria Carey. Ça peut être un joueur de foot. Un joueur de foot, c'est une diva aussi. C'est juste qu'il est dans son unicité. Puis je trouvais que c'était un peu trop clivant. Qui voudra venir sur Be a Diva ? Moi, je viens. Moi, tu m'aurais dit Be a Diva, je fais this is my place, I'm coming. Au contraire, moi, je suis à ma place. Au contraire, moi, j'aime bien. T'as toujours rêvé d'être une diva ? Quand t'étais petite, c'était quoi ton plus grand rêve ? Franchement, oui. Oui. Maria Carey, moi, il y en avait partout dans ma chambre quand même. Hein. Ouais. Maria Carey, Madonna. Ok. Voilà, c'était les deux. Ouais, et moi, ce que je voulais, c'était faire entendre ma voix. C'était vraiment ça. J'estimais qu'il n'y avait pas de... Je voyais des femmes à la télé et je me disais, mais mince, en fait, 14 ans aussi, tu vois. 14 ans, Canal+, une femme peut-être d'origine maghrébine qui parle. Et je dis, mais en fait, elle parle, mais je ne me reconnais pas dans ce qu'elle dit. A priori, elle parle en mon nom, mais moi, je ne suis pas ça, en fait. Ouais. Donc, j'ai besoin, en fait, que quelqu'un puisse parler en mon nom, quelque part, ou que je puisse me reconnaître, en fait, dans quelqu'un. Et en fait, ce quelqu'un, je ne l'ai pas trouvé. Donc, du coup, je pense que j'ai essayé d'incarner un mix de plein de choses. Et c'est pour ça que je suis à moitié Madonna, à moitié Maria Carey, à moitié Marianne Williamson, enfin voilà, ou Byron Katie. Je me sens dans tout ça. Et en même temps, je peux être une chamane berbère. Tu vois, j'avais besoin en fait de ces fusions-là. Et comme je ne les ai pas trouvées, je crois que j'ai voulu l'incarner. Hein. C'est hyper intéressant parce que tu parles de cette pluralité qu'on a en nous et certaines personnes ont tendance, j'ai l'impression, à se voir je suis comme ça, genre je suis que timide, je suis que dépressif, je suis que... alors qu'il y a une pluralité en chacun de nous et là toi c'est une pluralité d'exemples que tu as eu dans ta vie et de vouloir les incarner. Et j'ai l'impression d'ailleurs que toute ta vie t'as eu ça et t'es rentré dans des cases à certains moments. Tu me diras si je me trompe, mais vers quoi la vie t'a mené pour peut-être rentrer dans quelque chose d'un peu classique ? Tout le monde. La notion de il faut faire ça pour arriver à ça. Donc moi je me suis dit, depuis toute petite, je ne comprenais pas comment les gens s'aimaient. C'était ma problématique majeure. C'est quoi l'amour ? C'est vraiment la question fondamentale depuis toujours. Hein. Il y a un truc de bizarre dans ce monde. Je ne comprends pas comment les gens s'aiment, c'était cette question-là précisément, et je ne comprends pas comment ce monde fonctionne. Donc, j'avais l'impression qu'il fallait suivre quelque chose pour arriver à ce quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi ? C'est le bonheur, c'est le sens, j'ai l'impression d'être en pilote automatique. J'avais conscience de tout ça, mais je ne savais pas par quel biais y aller. Donc, la seule chose que j'ai suivie, c'est ce qu'on m'a montré. Ouais. Donc, tu sais, le truc classique, je fais des études, le fait d'avoir mes études, réussir mes études, m'offre peut-être un travail, le fait de m'offrir un travail va m'offrir peut-être un mariage, le fait de m'offrir un mariage va m'offrir ça. C'est un truc très... Voilà, toutes les cases. Et je me suis dit qu'en cochant toutes les cases, j'allais forcément être heureuse, forcément trouver l'amour, parce que pour moi, l'amour, c'était un truc que j'allais obtenir. Et ça passait par le couple, l'amour amoureux, puisque j'étais biberonnée à Disney, Hollywood et tout ce qui s'en suivait. Il y avait vraiment ce truc-là. Et donc, romantique, tout ce qui s'en suit. Enfin bref, j'ai coché toutes les cases, mais je me sentais vide, à côté de mes pompes, et surtout étrangère dans ce monde. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que chez moi que ça ne va pas. J'ai l'impression que tout le monde va bien. Mais j'ai l'impression que tout le monde ment. Donc, j'étais complètement perdue dans tout ça. Et plus j'avançais dans la vie, et plus, en fait, je m'enfonçais. Et à un moment donné, je suis arrivée à une dépression profonde, mais j'ai l'impression que j'étais dépressive depuis petite. Hein. Parce que justement, il ne fallait pas que je parle de ce que je vivais, de ce que je ressentais, ou de ce que je pouvais vraiment voir de ce monde, parce que j'avais peur qu'on ne me comprenne pas. Et j'avais une espèce d'épée Damoclès quelque part d'être prise pour folle. Donc je me suis dit, je vais attendre d'être adulte. Bon, ça doit faire référence à mes vies antérieures ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, je vais attendre d'être adulte, libre, autonome, pour pouvoir peut-être moi aller expérimenter ça. Parce que tant que j'étais pas majeure, je pouvais pas le faire pour moi. Mais donc tu te sentais pas à ta place en fait, quelque part. T'avais un peu comme un dédoublement de personnalité où tu vis une vie qui n'est pas la tienne et tu te sens presque entre deux chemins en parallèle, mais qui ne vont pas finalement pas dans le même sens, quoi. C'est pas un dédoublement parce que vraiment je sentais que je cherchais quelque chose, mais je savais pas ce que je cherchais, je savais pas où le chercher et je savais même pas si ça existait. C'est pire.
C'est pire que ça. C'est en gros, je suis pas à ma place, mais je sais même pas si cette place existe. Ouais. Je sais, enfin, c'est un sentiment qui est atroce. Parce qu'en vrai, j'avais pas d'autre choix que de survivre dans ce monde et de me dire, je vais attendre la mort, quoi. Et je peux pas me suicider, parce que moi, je suis de confession musulmane de naissance. Donc, me suicider, ça voudrait dire décider de quelque chose qui est interdit. Donc, j'étais dans tous ces chemins aussi qui c'était comme ça ou comme ça. Ouais. Donc, c'était vraiment une espèce de prison consciente, mais dans laquelle, en fait, je peux pas sortir. Mais en réalité, je sais même pas comment j'y suis entrée. Donc, perte de sens totale, quoi. C'est vrai que je t'ai pas demandé ta date de naissance, mais ça m'étonnerait pas que t'aies du 7 en numérologie. Je suis pas loin, t'étais pas loin, je suis du 8. T'as du 8, ouais, mais t'en as plusieurs en numérologie. Donc, ouais, sûrement. T'as du 8, ça m'étonne pas non plus. Oh là 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 là. Ouais, je suis que du 8, hein. Il y a du 8 partout dans mon histoire. Voilà. En fait, en me renseignant un peu sur toi entre-temps, parce que bon, je te reçois pas là, certes, t'as un réel qui m'a fait ting dans ma tête, mais ça fait quelques temps que je regarde un peu ce que tu fais. Tu me fais penser à une entrepreneuse qui s'appelle Margot Klein, que j'ai eu dans l'épisode 9, il me semble, c'était un des premiers épisodes. Et en t'écoutant parler, des fois, je ressens cette énergie. Et elle a du 8 partout en numérologie. Et le 8, c'est vraiment ce côté être dans la matière, comme dans la spiritualité, dans la construction, mais la construction aussi bien humaine que la construction spirituelle. On dit même que le 8, c'est guérisseur d'âme. Donc ça va plus loin. Et souvent, le 8, il y a même un côté dragon. Et ça ne m'étonnerait pas que toi, il y a eu un tempérament aussi très très fort. Et le 8 a une facilité avec l'argent. Oui. Et il aime l'argent. Oui. Et un 8 souvent gagne aisément de l'argent quand il l'a décidé. Oui. Tout ça, c'est oui. On parlait de l'abondance. Oui. Tout ça, c'est oui. Mais du coup, je suis pas du tout étonné. Et il y a peut-être du 7 qui se balade à un moment donné, ou en tout cas dans ta temporalité. Enfin bref. Je reçois, hein, écoute. Quand c'est juste. Hein. Et tu connais pas Margot Klein ? Ça me dit quelque chose. Faut que tu ailles la voir. Ouais, enfin, soit tu vas la détester parce que ça va faire trop miroir, soit tu vas l'aimer. Enfin, il y a un des deux. Ou les deux. Les deux. Voilà, où je vais détester l'aimer, ou je vais aimer la détester. C'est ok, moi je suis en phase avec les deux. Tu t'es retrouvée à être banquière. Ouais. Au final, donc tu cherchais le prince charmant. Donc t'as eu d'ailleurs le château, enfin peut-être la maison, le chien, le chéri. Et je me suis arrêtée avant le chien. Voilà, mais j'ai eu la maison, le 4x4, l'enfant, le mariage, tout ça. La carrière. La carrière dans la banque. Oui, tout ça. Ça te plaisait ? Oui. Ce qui me plaisait en fait, c'était d'être au service. Alors j'ai aimé l'argent, j'ai aimé le côté mécanique de l'argent, j'ai aimé apprendre la connaissance, la conscience de l'argent, alors bien qu'on ne pousse pas jusque-là dans les banques quand même, et puis être au service des gens. J'étais excellente dans ce que je faisais. Pourquoi ? Parce que j'arrivais vraiment à capter l'intérêt des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je disais, voilà, vous partez en vacances, n'oubliez pas de prendre une carte première, parce qu'il y a des assurances dedans et tout. Moi, ça me permettait vraiment de cibler une demande. Et puis, j'étais une excellente commerciale à la banque, parce que tout le monde était content. Mes clients étaient contents, la banque était contente. Moi, j'upgradais à chaque fois. Donc, tout le monde était heureux dans cette situation. Sauf que ça a été très limité à un moment donné, parce que en fait, je comprenais pas ce que je foutais dans un bureau, quoi. J'étais enfermée dans un aquarium, je pouvais pas avoir les horaires que je voulais, je pouvais pas faire ce que je voulais. Puis j'étais très bonne dans un domaine et beaucoup moins dans un autre, qui était, moi j'aimais la liberté. Dès qu'il me fallait remplir un dossier, tout ça et tout, c'était pas possible. Et puis c'était limité à un moment donné parce que ce sont quand même des entreprises dans lesquelles j'espère œuvrer, d'ailleurs prochainement, dans le sens où il faut revenir à des valeurs. Et bizarrement, dans la banque dans laquelle je travaillais, il y avait des valeurs, mais elles étaient très plafonné, parce qu'à un moment donné, le chiffre l'emportait sur la valeur, alors que la rencontre pouvait se faire. On peut faire du chiffre avec des valeurs, et que l'un soit au service de l'autre. Et ça, c'était à un moment donné un plafond dans lequel j'étais arrivée, et puis ça m'a mené jusqu'au burn-out, quoi. Ouais, j'ai eu, j'ai fait de l'immobilier j'ai été à fond dans l'immobilier pendant 4-5 ans, et je sais que les banques, souvent dans le monde entrepreneur, il y avait un côté où les banquiers, c'est des pions, ils comprennent rien à l'investissement, ils comprennent rien aux clients, et du coup ils vendent ce qu'il faut pas vendre. Et toi, en t'écoutant, je ressens que t'étais quand même une banquière très différente de ce que j'ai pu entendre, et peut-être même des gens que j'ai pu rencontrer. Alors je dis pas tous les banquiers parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent.
Je voudrais pas mettre tout le monde dans le même sac parce que c'est pas le cas. Mais toi, tu étais quelqu'un qui déjà comme tu dis, tu étais au service de l'autre, de qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre en fait. Comme si l'humain était bien plus important que le chiffre. En fait, on peut faire les deux. Tu sais, on n'a pas à choisir. Nous, on aime bien avec Jérôme, mon mari, on aime bien le « et ». En fait, si tu veux, par exemple, à la banque, tu parlais d'immobilier. À un moment donné, je savais qu'ils avaient un pôle immobilier. Et moi, j'adorais l'immobilier, vraiment. Parce que j'avais ce côté investisseuse déjà à l'époque. Et moi, j'étais propriétaire tout de suite. J'ai jamais loué. Je suis devenue tout de suite propriétaire. Parce que j'ai compris la mécanique de l'investissement. Et quand je suis rentrée à la banque et qu'ils avaient un pôle comme ça avec l'immobilier, pour tous ceux qui voulaient investir, défiscaliser et autres, je leur ai dit, je peux me former à ça. Et je me suis formée à ça chez eux. Ils m'ont donné ma carte grise immobilière, tout ça. Et le premier mois où j'ai été formée, peut-être les 2-3 premiers mois, je sais plus, j'ai dû vendre 11 appartements en 1 mois et demi. 11 appartements, c'est énorme. Je sais pas si tu imagines en termes de chiffres. Oui, ils ont halluciné. Ouais. Mais j'ai vendu 11 appartements parce qu'en fait, j'ai contacté tous mes clients qui étaient fiscalisés, hautement fiscalisés. J'avais des jeunes qui venaient de commencer à travailler, qui payaient peut-être 3 000 € par an. Et il y avait une brèche fiscale, et je les ai appelés, je dis achetez un appart. Ouais. Et je leur gérais le truc du début jusqu'à la fin. Donc mon entreprise a été super contente, d'accord. On avait des clients super contents, bien conseillés. Et en plus, en fait, tout le monde gagnait de l'argent. Donc en fait, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'on parlait d'abondance tout à l'heure. En fait, c'est l'abondance de l'abondance. Tout le monde est heureux, tout le monde est content, et tout le monde fait du chiffre. On n'a pas à choisir, en fait. Et c'est ça que j'ai voulu proposer à ma banque, d'ailleurs, parce que j'ai fait un burn-out à la banque. Et j'ai été pendant 4 ans en arrêt maladie, quand même, avec eux. Ouais. Et à la fin, une fois que j'étais formée, parce que j'avais compris, en fait, ce qui s'était joué en moi dans mon burn-out, et j'avais plein de collègues qui étaient en burn-out, je leur ai dit, embauchez-moi en interne, si vous voulez, ou même en externe, et moi, je vais accompagner toutes ces âmes, en fait, finalement, déjà à pas être en burn-out, ça va vous coûter cher, un burn-out. Et en plus, je peux vous accompagner, en fait, à générer du chiffre, mais en étant au service de vos clients. Parce qu'à la base, c'est ce qu'ils veulent. Mais ils le font pas à partir du bon espace. T'es resté combien de temps à la banque ? J'ai fait 15 ans. C'est une carrière, hein. T'as pas fait juste 2 ans comme ça. Non, c'est une véritable carrière. Pourquoi, selon toi, c'est pas la première fois que j'ai des gens qui arrivent en burn-out sur le podcast, en tout cas une sorte de... Enfin oui, ce burn-out avec un gros ras-le-bol. Pourquoi, selon toi, les gens arrivent à un trop-plein qui fait qu'ils ne s'écoutent pas et que ça explose à un moment donné ? Je crois que les gens veulent bien faire déjà, il faut le préciser. Tous ceux qui vivent un burn-out, en tout cas parce que c'est moi, je l'ai fréquenté de près, cette problématique-là. Il faut savoir que les gens qui sont touchés par le burn-out, ce sont des gens qui veulent bien faire. Ce sont des gens qui sont investis. Ce sont des gens qui y croient en plus. C'est-à-dire que c'est pas juste des gens qui s'amènent au burn-out. Non, ce sont des gens qui vraiment ont envie d'œuvrer. Ils ont envie de servir. Ils ont envie de... Tu parlais de perfectionnistes tout à l'heure en off. Ce sont des gens qui vraiment veulent ce qu'il y a de meilleur. Mais derrière, c'est comme s'ils pédalaient dans la semoule, pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, ils ont une méconnaissance d'eux-mêmes. Donc ça veut dire que quand ils sont en burn-out, et c'était mon cas, c'est en réalité, je veux servir, mais aussi, comme je veux bien faire, en réalité, je veux être aimé. Et comme je veux être aimé, et que je vais tomber dans un espèce de perfectionnisme toxique, puisque je veux atteindre une perfection pour être sûr d'être aimé au maximum. Et je vais faire ça en plus au sein d'une entreprise. Donc c'est pas forcément le meilleur endroit pour le faire. Donc méritocratie, besoin de reconnaissance, besoin de valorisation. Donc en général, c'est un puits sans fond. Donc je vais me mener à des extrêmes d'épuisement pour en fait à un moment donné revenir à moi, revenir à l'amour réel que je suis. Je vais faire un espèce de tour du cadran. Mais je suis pas consciente de tout ça. C'est ça le problème. Ce que tu dis, enfin, ça fait vachement écho parce que là, tu vois, ça va faire 1 an que je sors un podcast toutes les semaines. Et là, on enregistre cette interview mi-décembre. Je me suis dit que j'allais en sortir aucune avant janvier parce qu'il y a cette envie de perfection, de tenir mes engagements, sauf qu'à un moment donné, un épisode par semaine, plus mon boulot de journaliste, plus mes trucs IMO à côté... Bah, je me retrouve le dimanche, le samedi, le dimanche, le soir, à faire mes montages, à faire mes miniatures, à faire ma communication, à régler les trucs. Et je sens là qu'il n'y a plus de joie. Et que, en fait, la joie que j'adore ce que je fais, bah, l'organisationnel prend le dessus. Et ce trop-plein, bah, je le ressens là. Et cette envie de me dire, si je ne sors pas d'épisode, je ne serai pas aimé. Parce que les gens vont m'oublier.
puisque je vais descendre dans les... tu vois, je vais perdre des places sur Apple Podcast, tu vois. Alors qu'à la base, moi, c'est la rencontre qui m'anime. Moi, j'ai une autre lecture. J'ai une autre lecture. Je sais pas, tu veux m'aller ou pas? C'est sûr. Parce qu'on parle d'abondance, là. Là, on est clairement dans l'abondance, dans ce que tu es en train de me poser la question. Ouais. Mais tu m'as pas posé de question. Parce que nous, avec Géraud, on est très prudents dans nos accompagnements. Et d'ailleurs, on peut parler argent. À chaque fois qu'on a une information, parce qu'on télécharge quelque chose en termes de lecture, on dit « tu veux savoir ?» Et généralement, les gens disent oui ou non. Quand ils disent oui, on négocie toujours avant. Ouais. Parce que souvent, la révélation qu'on va leur faire gagner beaucoup d'argent. Je suis sérieuse. Ok. Parce que je fais quand même l'aparté et après, je garde en tête ce que j'ai pour toi. Parce que parfois, en fait, nous, on est en train de prendre un tea time dans un palace avec des amis ou même on déjeune et tout. Et à un moment donné, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Ta soirée diva, tu vois. Je vais discuter avec quelqu'un, genre normal, je vais lui raconter une histoire. Et d'un coup, la personne, elle ne parle plus. Et après, elle me dit « Oh my God ». Je fais « Oui ». Là, tu viens de changer 20 ans de perception. Je dis « Ah merde ». On peut revenir parce qu'il faut qu'on négocie d'abord. Et en général, maintenant, on négocie avant. Ouais. On le sait parce que c'est devenu dans notre champ énergétique. Donc, quand on parle, on délivre en fait en permanence. Et c'est comme ça qu'on a négocié des apparts en Suisse, on a négocié plein de choses. Parce que d'abord, on dit avant que je te délivre, je veux, et je dis à mon mari en général, c'est lui qui négocie, je dis tu veux quoi, chérie, là, pour la délivrance qu'on va faire là? Puis tu dis là, je veux un appart en Suisse, là, je veux, je sais pas, on négocie ce qu'on veut parce qu'on sait que ce qu'on va délivrer va faire passer la personne à un autre palier. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Donc t'es prêt? Qu'est-ce qu'on négocie? Bon voilà, c'était juste pour la petite aparté sur nos accompagnements. Donc toi là, ce que tu viens de dire, donc tu reçois, hein, d'accord? Oui, ouais, je reçois. Hein. Ok, là, on va parler business. Là, ta joie, par rapport au podcast, en réalité, il y a de la joie. T'adores ça, ça se voit. Ouais, d'accord. Oui. Maintenant, il va falloir que tu nous dises dans les trois activités que tu as dit, il y a journaliste, il y a podcast, il y a l'IMO. Ouais. Dans lequel il y a le plus de joie? Le plus de joie, c'est quand je suis dans la rencontre avec les gens, puisque à France 2, c'est quand je suis sur le plateau. Okay. Quand je suis sur le plateau télé, c'est là que ça m'éclate. Donc là, tu viens de toucher du doigt ce qui t'anime. D'accord? Maintenant, dans les trois pans, puisque tu vas rencontrer des personnes dans les trois, donc là, tu viens de dire celui du milieu, peut-être, journaliste, d'accord? Journaliste, comme là, pour moi, c'est du plateau aussi, sauf que je ne suis pas sur un plateau télé, mais c'est un plateau... entre les deux, entre journaliste, plateau télé et là, dans lequel il y a le plus de joie? Ce serait... c'est la semaine dernière, je suis partie à Londres faire une interview. Du coup, je rencontre du monde, je parle en anglais, j'interviewe des gens que j'admire. Ça peut être des chanteurs, ça peut être des gens comme toi aujourd'hui où je sens une énergie de fou. Enfin, c'est rencontrer ces gens que je choisis pour mon audience et pour ce que je crée, en fait. Moi, j'avais déjà la réponse, mais donc, lequel des trois? Ah bah, le podcast. Voilà. T'as vu? Ouais. On vient de libérer le chemin énergétique et hop. Là, ton focus vient d'aller à un seul endroit, donc toute ton énergie est en train de se diriger à un endroit. Il y a 5 minutes, c'était pas le cas. Il y a 5 minutes, c'était un peu à égalité, mais dans cette égalité-là, c'est comme si ton énergie, elle est divisée par 3. Là, on vient de recentrer. Alors, je vais te poser une question qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. Oui. C'est que la problématique de faire quelque chose qu'on aime. L'immobilier, c'est comme toi, la banque ou autre, c'était une façon de faire de l'argent. Enfin, j'ai mon salaire de journaliste, mais j'ai l'immobilier qui permet de gagner plus d'argent. Et quand on trouve quelque chose qui rapporte de l'argent, c'est pour moi en tout cas une forme de sécurité. Et pour avoir fait un podcast avec Christian Junot, l'argent et la sécurité est quand même très lié dans la tête de beaucoup de personnes. Et du coup, par exemple, ce podcast, c'est un investissement. Il ne me rapporte pas d'argent, il prend du temps. Et c'est comment on arrive à se lancer sur quelque chose qui nous anime alors qu'on ne voit pas le côté financier. Il y a plein de gens qui ont envie de réaliser leurs rêves, mais c'est comment je fais financièrement parce que je ne vois pas comment ça pourrait me faire gagner de l'argent. Et du coup, tu restes un peu enchaîné
dans quelque chose qui t'amène cette sécurité-là. Comment on fait quand c'est comme ça ? T'as combien de temps devant toi, là ? Parce que pendant que tu parlais, il y a énormément de choses dans ce que tu viens de dire. Déjà, il faut le comprendre, hein, d'accord ? Il y a beaucoup de choses. C'est pas juste une question comme ça. Parce que dans cette question de comment, déjà, il y a comment. Comment revient à la matière, revient au faire. D'accord ? Ouais. Sauf que ton comment, là, on a l'impression qu'il faut se concentrer sur le comment, alors que le comment, là, c'est 1%. Limite, il ne m'intéresse même pas. D'accord ? C'est ce qu'on enseigne dans nos accompagnements et même dans l'école qu'on a créée. Aujourd'hui, ce que tu es en train de me poser comme question, c'est en réalité tout ce qui se cache derrière. Tu as parlé de sécurité, tu as parlé d'enchaînement. Ouais. Déjà, rien que ça y est, on a perdu d'avance. Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois ? Donc ça veut dire déjà dans ton énergie, tu es déjà en train de vibrer le manque là. Tu vois ? Dans tout ce que tu es en train de me dire. D'ailleurs, j'ai encore ce que je t'ai pas délivré. Je t'ai délivré que déjà tu as mis le doigt sur le podcast, tu as mis le doigt sur l'énergie qui va dans un sens. Après, on ira sur l'après. Parce qu'on était sur le burn-out, donc moi je vais pas oublier ça et on reviendra dessus. Ouais. D'accord ? Maintenant, dans ta question de comment on fait pour finalement concilier, si je devrais traduire ça, ce que j'aime, ce qui m'anime profondément, et l'abondance financière qui va avec. Je veux pas choisir. D'accord ? Ça passe déjà par un déconditionnement de ton système sur ton rapport à l'argent. Parce que déjà, avec tout ce que tu viens de dire, moi j'ai eu plein d'images qui sont apparues devant moi. Hein. J'ai eu ton histoire familiale, j'ai eu tes croyances sur l'argent, j'ai eu tes croyances sur comment il faut faire de l'argent, et ta méconnaissance sur l'argent. Donc tout ça. Et tout ça, en fait, il y a une partie, ça s'apprend, il y a une partie, ça se déconditionne, il y a une partie, je dois maintenant agir à partir d'un autre espace. Donc ça veut dire qu'il y a toute une nouvelle conscience et connaissance de ton rapport à l'argent qu'il va falloir revoir. Et on va remplacer argent par abondance, puisque c'est quelque chose qui t'a parlé. Ouais. Quand tu as vu le réel, tu as parlé l'abondance de l'abondance. En réalité, il n'y a pas d'abondance de l'abondance. Il n'y a que l'abondance. On va faire court. Ouais. Nous sommes l'abondance. Point à la ligne. De base. Ouais. Ouais, enfin, oui, mais il y a le faut. Il faut que quand tu dis nous sommes abondance, ça titille, hein. Ça titille parce que dans ce podcast, j'ai toujours la question de Tata Jacqueline. Et Tata Jacqueline n'est autre que moi, hein, pour ceux qui écoutent le podcast, qui pensent qu'il y a vraiment Tata Jacqueline. Mais ce n'est que ces croyances qui, à un moment donné, bloquent. Et Tata Jacqueline, cette partie de moi, c'est nous sommes qu'abondance. Mais en fait, on a des obligations dans la vie. Arrête-toi. En fait, c'est là où on rentre dans un espace. Ouais. Quel espace ? Pour que tu puisses avoir cet espace d'abondance, quand je dis nous sommes l'abondance, je ne suis pas en train de dire il y a de l'abondance dans la vie, tout ça et tout. Nous sommes l'abondance. Si je veux aller plus loin, là on rentre dans un espace métaphysique. Je suis l'abondance. De base. Ouais. De base, je suis l'abondance. Ok. Je dois comprendre quelque chose. Justement, tu essayes d'atteindre cet espace-là avec ton mental. Or, je te dis que nous le sommes déjà. Pourquoi tu veux aller ailleurs que dans ce qui est déjà ? Ouais. Ouais, c'est peut-être mon mental qui prend effectivement le dessus, mais j'ai du mal à comprendre ce concept. Tu es encore dans comprendre et tu penses que c'est un concept. Alors que nous sommes des créateurs. Ouais. Hein, tu t'intéresses à la spiritualité, donc nous sommes des créateurs. La problématique du développement personnel aujourd'hui, c'est qu'il développe la personnalité. Nous n'avons pas besoin de développer la personnalité. D'accord ? Si on cherche à développer la personnalité, on va développer quelque chose qu'on croit devoir développer en plus. Alors qu'en réalité, il faut revenir à ce que nous sommes, sans lâcher notre personnalité. Elle est cool, notre personnalité, il n'y a pas de problème. Mais derrière, ce n'est pas ce que nous sommes. La personnalité,
n'est que le personnage qu'on incarne dans cette vie. Mais ce que nous sommes réellement, et dont tout le monde fait l'éloge, mais rares sont ceux qui en font l'expérience, c'est ce que nous sommes véritablement. C'est ça qui t'a marqué dans mon réel. Dans mon réel, en fait, c'est que nous sommes l'abondance. Donc si nous sommes l'abondance en réalité, ce que nous faisons en permanence, c'est de croire que nous ne le sommes pas. C'est là où on est dans le manque. Et c'était ce que tu fais depuis tout à l'heure et que tout le monde fait. C'est en gros, quand tu dis obligation, quand tu dis enchaînement, quand tu dis croyances limitantes, etc., tu as compris avec ton mental. Mais les espaces dont je te parle là, le mental, il est cool pour comprendre. Mais ils ne sont pas accessibles par le mental. Ça, je pense que je le ressens vraiment comme ça parce que je le dis souvent dans ce podcast, surtout actuellement, mais je suis en pleine séparation après 9 ans de couple. Je suis passé d'un 60 mètres carrés haussmannien à un 17 mètres carrés et que du coup, c'est un changement total de vie, un changement de statut et qu'effectivement, aujourd'hui, quand on perd quelque chose, quand on doit faire le deuil, il n'y a pas longtemps, je parlais de deuil avec Anne Tufigo, qui est médium et qui a bien expliqué que le deuil, c'est pas juste la perte d'un être cher, c'est quitter un burn-out, c'est un deuil, une maladie, c'est un deuil, une séparation, c'est un deuil, déménager, c'est un deuil. Et je réalise tous les deuils que j'ai cette année, et donc tous ces manques aujourd'hui je n'ai plus ça, je n'ai plus ce que j'avais avant, qui était c'était imaginaire, c'était une sécurité qui m'allait bien mais qui ne me nourrissait pas assez, sans quoi je ne me serais pas séparé en vrai. Et aujourd'hui, c'est comment on fait pour finalement renaître quand on est bourré de peur parce qu'on n'a plus rien pour se protéger. Tu vois, c'est ça que tu vas voir qu'il va y avoir il va y avoir plein de gens qui vont être dans le développement personnel, c'est déjà le cas. Parce que les gens que nous on les accompagne après le développement personnel. Ils ont fait tous leurs trucs, ils ont fait l'ikigai, ils ont fait les 4 accords Toltec, ils ont fait c'est très bien, moi aussi je suis passée par là et je trouve ça génial, d'accord ? Mais à un moment donné, on arrive à une étape qu'on n'arrive pas à dépasser, parce qu'on dit, c'est bizarre, j'ai tout compris, mais je suis toujours au même stade. C'est juste, j'ai l'impression d'être un peu plus savante. Tu vois, ouais. Et je comprends pas, je vis toujours les mêmes schémas répétitifs dans mes couples, je vis toujours les mêmes schémas répétitifs avec l'argent, je comprends pas. Pourquoi ? Parce que ça a ses limites, en fait, le mental. Le mental a ses limites. Le mental n'est là que pour nous permettre de comprendre. C'est très bien, c'est magnifique d'utiliser le mental. Moi, je suis très mentale, je suis très dans la matière, pas de problème. Néanmoins, ce que nous sommes est en dehors du mental. Et c'est ça qu'on va bientôt découvrir. On va découvrir, on est en train de comprendre notre pouvoir créateur. On est en train de comprendre que le schéma répétitif qu'on crée dans nos relations amoureuses, c'est nous qui le créons. Et tant que c'est pas compris, on a l'impression qu'on est dans le manque. D'accord ? Parce que là, tu parles de perte. Tu es programmé pour l'instant, comme beaucoup d'entre nous, tu es programmé en fait sur la perte, tu es programmé sur le manque, tu vois beaucoup les choses dans cet angle-là. Sauf qu'il y a l'autre angle, qui est l'amour que nous sommes. D'ailleurs, c'est ce que je t'ai écrit comme dédicace dans le livre. Tu vois, je ne t'avais pas encore rencontré, que je savais que ça allait être ça. Je t'ai dit, il n'y a que 2 voies dans ce monde. Tu verras, ça va te parler. Donc, il n'y a que la voie de l'amour que nous sommes, soit la voie de la croyance du manque d'amour que nous sommes. Donc, la croyance du manque, c'est une croyance, le manque. Ouais. Tu vois ? Donc, pour l'instant, toi, tu t'es plugué sur la croyance du manque d'amour que tu crois être ou ne pas être. Mais à la base, on est l'amour, que tu le veuilles ou non. Donc, pour cette histoire d'abondance, et c'est valable pour tes relations amoureuses, c'est valable pour je veux un enfant et j'arrive pas à en avoir, c'est valable pour la maladie, c'est valable pour tout. L'argent, c'est en gros, nous sommes l'amour, qu'on le veuille ou non. On va en faire l'expérience dans pas longtemps. Remplace amour par conscience, remplace amour par le tout, ce qui est. D'accord ? Le truc nébuleux dont tout le monde parle, d'accord ? Tout le monde en a peur, mais au final, c'est là. Tu le veuilles ou non, d'accord ? Eh bien, on va découvrir qu'on l'est et qu'on crée notre réalité en permanence. Mais comment t'as fait, toi ? Comment ça, comment j'ai fait ? Pour atteindre cet état-là. Parce que quand t'étais à la banque, j'imagine, même jusqu'à ton burn-out, t'étais pas dans cet état d'abondance, ni dans cet état d'amour. Complètement. Donc, il y a eu je l'étais déjà. Oui, tu l'étais déjà, mais on l'est tous. Mais qu'est-ce qui a fait, dans toi, ton expérience, pour l'atteindre ? Alors, il n'y a rien à atteindre. Ah, c'est chiant, hein. C'est chiant. Il n'y a rien à atteindre, au contraire.
C'est ça notre problématique. C'est qu'on veut absolument atteindre quelque chose qui est déjà là. C'est chiant. Rumi disait, et c'est ce que je t'ai écrit aussi dans le livre, que alors attends, ta voie n'est pas de découvrir ou d'atteindre l'amour, mais de lever tous les voiles qui te séparent de l'amour. Mais en réalité, il n'y a rien qui nous sépare parce qu'on l'est déjà. C'est ça le truc. C'est qu'en réalité, on va courir après quelque chose qu'on est déjà. Et cet espace qu'on doit atteindre, qu'on ne peut pas atteindre avec le mental, on utilise le mental pour y aller. Nous, dans mon école, c'est très pragmatique. On a mis une méthode en place qui est pragmatique. On dit, tu fais ça, 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 ça. Et justement, en faisant ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe qui fait que tu vas faire l'expérience de l'amour que nous sommes. Tu vas sortir de l'état léthargique, inconscient, schéma répétitif, etc. Mais pour ça, il faut que tu lâches. Les gens appellent ça le lâcher-prise. On déteste ça, d'accord ? Parce que dans le lâcher-prise, le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, donc il reste une prise. D'accord ? Donc, comment j'ai atteint ça ? Avec beaucoup de souffrance, un divorce, un burn-out, une nuit noire de l'âme, du contrôle excessif, jusqu'à ce que je me retrouve à genoux, de chez à genoux, de chez à genoux, de chez à genoux. Et à un moment donné, en mode surrender total, en mode, ok, vas-y, c'est bon, fais de moi ce que tu veux, je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas à qui je parle, mais ça y est, j'en peux plus, aidez-moi. Tu vois ? Ouais. J'arrête de croire que c'est moi qui fais. Ouais. Donc je reviens à un espace qui n'est pas un espace, qui est notre état d'être naturel. Et c'est ça, quand tu dis j'ai des obligations, tu es encore dans le faire. Tu veux faire pour te sécuriser. Sauf que, en faisant, non seulement tu ne te sécurises pas, puisque tu continues à courir après une sécurité qui est illusoire. Alors qu'il faudrait revenir à notre état naturel de base, qui est la sécurité absolue. Moi, je le dis, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'as rien eu à faire. Ouais. Rien. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est mon meilleur pote qui me disait il y a 2 jours, c'est marrant, dans ton podcast, tu dis jamais, tu poses jamais la question comment ça se fait que les gens travaillent autant sur eux, qu'il y ait autant de développement personnel et de spiritualité, et il parlait aussi bien de moi que de lui d'ailleurs, et pourtant on ne trouve pas, après tant de temps, la facilité de sortir de situations. Et c'est vrai que ça m'a interloqué. C'est vrai que cette question, je reçois beaucoup de personnes qui parlent de ces sujets-là. Toi, tu sembles clairement l'incarner, mais même certaines personnes que je reçois, je vois qu'ils ont beau être dans la spiritualité, c'est limité. Et qu'ils peuvent s'énerver, être bloqués, être machin, être truc. Alors que toi, tu sembles être beaucoup plus ancré dans qui tu es. Beaucoup plus honnête avec toi. C'est comme ça que je le perçois quand je t'entends parler. Même pas quand je t'entends parler, mais dans l'énergie que tu dégages. Un truc très... je m'assume entièrement. Tu t'assumais pas comme ça quand tu étais avant ton burn-out ? Non. J'avais une personnalité forte. Elle a toujours été là, tu vois. Mais pas... non, pas du tout. J'étais dans un personnage très fake, dans le sens où il était cool, hein, j'étais authentique, ça et tout. J'ai toujours eu ça, parce que les gens me le disent. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de relations, enfin beaucoup d'expériences amoureuses pour comprendre ce qui me correspondrait. Et je testais, je me cassais la figure et je revenais. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu t'acharnes autant sur l'amour ? Pourquoi est-ce que tu crois autant à la relation amoureuse, etc. Je dis, parce que je sais que ça existe. J'en ai la certitude. Et c'est pas grave. Je préfère essayer 200 fois, tu vois, mais me dire que quelque part, ça existe. Et j'ai eu raison, puisque... Il me semble que tu as essayé 200 fois, d'ailleurs. Et j'ai essayé 200 fois, oui. Ouais, c'est énorme, d'ailleurs, 200 rencontres pour tenter de trouver le prince charmant. T'étais collé à cette image de Disney, justement, pour essayer de trouver quelqu'un. Et justement, c'était l'envie de rencontrer sa moitié. C'était ça que tu cherchais à ce moment-là ? Clairement. Chercher ma moitié. Vraiment, pour moi, le couple, genre l'amour amoureux, c'était le Graal. C'était ce qui allait m'ouvrir les portes du paradis, quoi. C'était vraiment waouh, quoi. Et pour moi, je ne pouvais pas être complète, en fait, sans l'autre. C'est pas possible. Donc, il fallait que ça soit la quête. Donc, c'était ma quête. Mais genre, depuis toujours, quoi. Le couple, c'était l'objectif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis experte sur le couple et l'argent. Pas de problème. J'imagine que tu t'es retrouvée dans des dépendances affectives, si tu étais dans cette... Totalement, et d'ailleurs le livre en parle à quel point, tous les deux d'ailleurs avec Géraud, on était complètement dépendants affectifs, et à quel point je me respectais pas dans ces espaces-là, alors que
bizarrement, et c'est ça qui est dingue, hein, je savais à l'intérieur de moi ce que je pouvais offrir à un homme, et c'est l'adage de beaucoup de dépendants affectifs, c'est qu'ils connaissent leur valeur en réalité. Ils la connaissent, ils savent ce qu'ils peuvent offrir à quelqu'un parce qu'ils envoient du lourd, parce que c'est des gens qui sont engagés, c'est des gens qui croient en l'amour, tu vois. Ouais. Et ça passe par le couple, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça très beau. Moi, je crois en le couple, je crois au mariage, je crois en la sacralité de l'union. Enfin, je trouve ça extraordinaire, tu vois. Je suis une amoureuse de l'amour, j'ai pas de souci avec ça, tu vois. C'est juste que j'étais dépendante de ça. Et donc, du coup, ça devenait... je mettais toute ma toxicité dans cette dépendance-là, en mode aimez-moi, aimez-moi, et moi aussi je vais vous aimer, mais du coup, ça pue la défaite, quoi. Je veux dire, ça marche pas, quoi. donc du coup, je tombais sur des profils qui étaient magnifiques et qui me disaient, mais t'es extraordinaire, mais quel genre de femme es-tu? Et ils arrivaient à voir ça en moi. Et j'étais en mode, c'est bon, ils le voient. Et tu vois, en plus, moins de 3 mois de relation, faut envoyer du pâté pour vous montrer à quel point j'étais au max. Tu parles, ils fuyaient tous. Très rapidement, et je me suis dit, mais attends, mais je tombe que sur des cas sociaux, c'est pas possible. Je racontais ça à mes copines, j'étais fière de ça, en mode, t'as vu, lui, c'est un cas comme ça, lui, c'est ça. Et j'étais un peu, médisante sur le sujet, jusqu'au jour où j'ai eu cette révélation, et je me suis dit, mais attends, je rencontre que des cas sociaux. Mais c'est quoi le dénominateur commun? C'est moi. Ouais. Ouais. Donc la problématique, c'est pas eux. La problématique, c'est moi. Dans tout ce que tu dis, il y a quand même un retour à soi sur je suis responsable. Tout le temps. Totalement. Là, tu vois, je pense que c'est un peu la base d'ailleurs. D'ailleurs, dans le développement personnel, même dans le New Age, on revient à ça. Donc ça, tout le monde est assez d'accord. C'est ça. T'as pas le choix. Hein. De toute façon, t'as pas le choix. On est 100% responsable. C'est ce que je transmets dans l'école des artisans ou même dans la conciergerie spirituelle avec Géraud. C'est la phrase, le mantra, c'est je suis 100% responsable de ce qui m'arrive dans la vie, mais je ne suis pas coupable. C'est très précis, hein. On est très dans la subtilité, hein. C'est vraiment un enseignement profond. Ça veut dire que tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est pour ma pomme. Non pas que c'est une punition, mais c'est ma création. C'est toi qui aujourd'hui crée l'abondance du manque. Point à la ligne. Tu le fais pas exprès, c'est pour ça qu'il y a le pas coupable derrière. Tu le fais pas exprès parce que c'est tes conditionnements qui t'ont amené là. Ouais. D'accord ? Il y a le transgénérationnel aussi, parce que nous on est aussi experts là-dessus. Et tout ça nous a amené à avoir une lecture tellement fine que très rapidement, on peut te dire, en fait, qu'est-ce qui se joue dans ton histoire et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans l'abondance du manque. La façon dont tu parles, la façon dont tu te comportes, tout parle de toi. Donc, si tout parle de toi, donc ça veut dire que tout est ta création inconsciente. Et donc, ça veut dire que tout ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui est en lien avec toi. Ce qui revient à la question que tu as posée, c'est pourquoi est-ce que c'est facile pour nous aujourd'hui avec Géraud ? Et c'est vrai que c'est facile, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de challenge. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'énerve plus. Nous, on est un couple totalement normal. Il n'y a pas de problème dessus. On a des discussions animées, on a l'éducation de nos enfants, on a des challenges au niveau de l'entrepreneuriat, ça et tout. C'est juste que ça ne dure pas longtemps. Et c'est juste que ça permet de voir les mécanismes qui sont derrière. Nous, aujourd'hui, on est experts dans les mécanismes, justement, qui font que tu n'as pas ton abondance d'abondance, ou tu es dans l'abondance du manque. Quand tu as compris le mécanisme, c'est une méthodologie, tu l'appliques. Quand tu l'appliques, tôt ou tard, tu feras l'expérience de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'amour. Et ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher consciemment à atteindre, parce que plus tu chercheras à l'atteindre, et moins tu y arriveras. Quand tu as rencontré Géraud, tu étais prête à quoi ? Justement à sortir peut-être de tes schémas classiques et du côté dénominateur commun de tous ces cas sociaux que tu avais pu rencontrer et de tomber en dépendance affective ? Non. Et ça, c'est bien de le dire pour ceux qui veulent réaliser leurs rêves, ceux qui veulent rencontrer le couple idéal, ça et tout. Il faut arrêter de croire qu'on est prêt. Jamais prêt. Par contre, avec Géraud, on aime bien, c'est la notion de la définition de la chance. Je ne sais pas si tu en as une, toi. La chance, pour moi on crée sa chance, c'est en étant dans l'action, des choses se passent et on peut dire que c'est de la chance, mais il y a eu de l'action à un moment donné. Tu vois, toi dans ton profil, tu vois, on revient encore à ton mécanisme, parce que nous on est passionnés de mécanisme. Dans ton mécanisme aujourd'hui, tu vois, il y a l'action, il n'y a que l'action. À le faire. Oui, mais le faire, et c'est ça qui fait qu'il y a de la souffrance. Parce qu'à un moment donné, tu m'as dit, qu'est-ce qui fait que tu as atteint ça ? Je te dirais, la souffrance. À un moment donné, j'en ai eu marre de souffrir. J'en pouvais tellement plus de souffrir.
Et comme je me prenais la tête contre le mur à chaque fois, je me suis dit, mais je comprends pas, je fais tout et pourtant je me prends la tête contre le mur. Mais à un moment donné, c'est Anissa, ouvre la fenêtre. Et pour ouvrir la fenêtre, c'est prendre du recul, arrête de vouloir faire et sois. Quand je te disais l'amour que nous sommes, c'est le soi, c'est le être. Tu vois, toi, t'en parles pas du être. Tu vois, tu parles que du faire. Tu vois, toi, dans ton humanité, tu crois que tu es que dans ton humanité. Tu vois, alors qu'on est des êtres humains. Donc, il y a la partie être. Tu peux pas nier l'être. Et comme tu nies l'être aujourd'hui, eh bien, l'être, en fait, qui est la partie création en nous, tu la nies, mais elle existe quand même. Donc, tu crées, mais avec ta croyance d'être uniquement un humain. Tu vois. Donc, on n'est jamais prêt. D'accord ? Maintenant, la définition de la chance que nous, on a avec Géraud, c'est qu'on dit, maintenant, aujourd'hui, on est prêt à plein de choses, puisque maintenant, on a des visions, on a des choses, donc ça le fait. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Et l'opportunité, c'est pas toi qui... Tu peux créer des opportunités, mais en réalité, tu sais pas que dans cette soirée-là, tu vas rencontrer cette personne-là, ou tu sais pas que c'est dans... Je sais pas, peut-être tu vas à un moment donné, tu sors d'ici, puis tu vas tomber sur une personnalité que tu adores. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai créé des personnalités dans ma réalité et je sors quelque part et je les rencontre, je fais « Ah, salut, ça va ?» C'est comme si je les connaissais depuis toujours, mais en fait, non, je les connais pas. Mais comme je suis prête à les rencontrer, ils font partie de mon paradigme et eux-mêmes, c'est comme s'ils me connaissaient depuis toujours. Donc toi, il y a cette partie-là, et c'est le cas de beaucoup de gens qui sont justement dans le développement personnel, New Age, etc. Ils pensent qu'ils vont devoir faire pour pouvoir être. Ça ne marche pas. Et c'est ça l'amour que nous sommes. Alors que nous, on fait l'inverse aujourd'hui avec Géraud. On sait qu'on n'a pas le choix, pas d'autre choix que de revenir dans notre être-té, l'amour que nous sommes, et de commencer à agir à partir de là. Là, tu fais l'inverse. Si tu fais l'inverse, c'était notre mentor qui disait, si tu cours après l'argent, tu restes toujours derrière parce que l'argent court plus vite. Si tu cours après, alors lui disait Dieu, moi je dis l'amour, si tu cours après l'amour, c'est l'argent qui te court après. Ouais, ok. Mais pas l'amour amoureux, hein. D'accord. C'est marrant parce que j'ai le sentiment cette année, justement avant ma rupture, je suis partie en Inde. J'avais besoin de prendre l'air, tout simplement. Et c'est en étant en Inde, en étant complètement déconstruit, puisque je ne savais même pas pourquoi j'étais en Inde, si ce n'est que j'avais laissé tous mes problèmes en France et qu'à un moment donné, maintenant que j'étais là, autant aller jusqu'au bout parce que j'avais honte de dire non, je rentre en France en fait. Donc je suis resté un peu... Soit, ne fais pas, mais soit. Oui. J'avais rien de prévu, si ce n'est vivre selon mes envies. Et c'est là-bas que j'ai eu un coup de foudre, qui a amené la rupture à mon retour. Mais le coup de foudre a débarqué sans que je m'y attende. Mais je suis rentré dans une dépendance affective. Puisque tout d'un coup, c'était la porte de sortie. J'ai voulu aller m'installer en Inde. Ok, wait. Alors là, tu vois, on pourrait faire tout un podcast sur ton histoire amoureuse. Rien que sur ce que tu viens de dire là. Regarde ce que tu as fait. Je vais te montrer ton mécanisme. Regarde ce que tu as fait. Il se passe quelque chose en France. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fuis. Fuite. Donc, Inde, il y a plein de gens qui font ça, hein, d'accord ? Tout va bien. Donc, comme tu fuis, donc la problématique n'est pas réglée, puisque c'est une fuite. Ouais. Ça, c'est un mécanisme de l'ego. Nous, on est experts là-dessus avec Géraud. Donc, si c'est un mécanisme de fuite, ça veut dire que c'est un mécanisme d'évitement de la souffrance. Tu ne veux pas regarder cette souffrance-là en face, donc tu fuis. Mais les problèmes, c'est pas parce qu'ils ne sont pas restés en France. Ils t'ont suivi, on est d'accord, ils sont avec toi, hein, d'accord ? En arrivant en Inde, j'ai fondu en larmes dans mon bungalow face à la mer. Voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Exactement. Donc, ça peut être bien si à un moment donné, on a besoin de prendre l'air, si on a connaissance du mécanisme. Si on se dit, j'y vais, c'est pas une fuite, c'est je vais aller me regarder en face, mais je vais le faire au bord de la mer avec un petit cocktail, tu vois. Mais là, c'est pas ce que tu as fait. Donc, tu vas là-bas, et là-bas, qu'est-ce que tu vas vivre ? Un coup de foudre. Il y a une vraie reprogrammation, il faudra qu'on travaille là-dessus. Donc, un coup de foudre ne pourra jamais te rendre heureux. C'est ma croyance. D'accord ? Parce que c'est un coup, et c'est la foudre. Tu vois ? Donc, c'est terminé. Ce qui peut te rendre heureux, c'est la douceur d'une rencontre, la simplicité d'une discussion, tu vois, et tout, qui peut ressembler à un coup de foudre. Mais c'est pas un coup de foudre. D'accord ? Pourquoi la relation avait 9 chances sur 10 de se solder par un échec ? Ce qui a été le cas. Non pas parce que c'est la relation en question, c'est que tout simplement, tout ce qu'il y avait derrière qui n'a pas été réglé de base et qui a été construit sur une fuite.
Tout à fait ça. Voilà. Donc, ça se reproduira. Tant que ce n'est pas compris et tant qu'on ne revient pas sur le mécanisme de base. Et c'est là où tu avais raison tout à l'heure quand tu me disais que moi, je suis très dans le terre-à-terre, je suis très dans la matière. Je ne veux pas de spiritualité qui est quelque part où il faut l'éviter dans l'espace pour pouvoir être connecté à un truc, pour revenir à mon quotidien. Non, je veux concrètement, dans cette vie, vivre l'amour amoureux avec mon mari ou avec un partenaire pour toi. Vivre l'abondance financière concrètement en faisant ce que j'aime. Et pour ça, l'invitation, c'est de regarder les mécanismes inconscients que tu subis aujourd'hui qui font que tu as les résultats que tu as dans ta vie dont tu veux pas. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, il a fallu que tu te retrouves à genoux pour rebondir, arriver dans la merde absolue pour rebondir et te regarder en face, potentiellement voir tes mécanismes et à un moment donné repartir sur autre chose. Je me souviens qu'il y a 3 ans, j'avais parlé avec la chérie de Margot Klein, dont je te parlais avant, qui m'avait dit qu'il faut passer par le chaos pour pouvoir renaître. Moi, je me souviens à l'époque, je lui ai dit, moi, je veux pas le chaos dans ma vie. T'es gentil. Et je savais que mon couple, par moments, c'était pas toujours ça, mais j'étais là, non, je n'irai pas par la rupture parce que je ne sais pas ce qui se passera. Et là, finalement, en tout cas, cet Indien qui a débarqué dans ma vie a été cet élément déclencheur en fuite, clairement, mais qui m'a permis d'avoir le courage de tout arrêter. Et je n'imaginais pas le chaos par lequel j'allais passer. Et je peux comprendre que les gens restent dans leur routine et leur sécurité pour ne surtout pas traverser ce par quoi je traverse, parce que honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que ça serait si difficile. Mais quelque part, je me dis, il faut passer par là pour renaître. Est-ce que toi, tu penses que le chaos est nécessaire quand on a un besoin de réalignement et de changement de vie ? Je te dirais non. Ouais. Il n'est pas nécessaire. Mais malheureusement, comme on a des résistances à vivre en fait ce que nous sommes réellement, eh bien, on passe par le chaos pour y arriver. C'est-à-dire qu'on se met à genoux. Et la notion d'arriver à genoux, c'est pas pour rebondir. Hein. C'est non, c'est parce que non. Moi, je suis d'origine algérienne. J'aime bien le dire parfois parce qu'il y a tout un truc sur ça. Et je dis nous en Algérie, c'était Follag qui disait ça. Il disait quand on touche le fond, on creuse. Genre c'est pas une fin en soi. C'est pas grave, j'ai touché le fond, creuse. Tu vois. Donc c'est pas une fin. Il y en a, ils arrivent dans le chaos et ils peuvent se servir du chaos pour rester dans le chaos. C'est pour continuer à nourrir la souffrance, etc. Et dire ouais, t'as vu, tu te fous de toi-même. Donc non, je pense que c'est nos résistances qui font qu'à un moment donné, on s'amène à genoux. Et c'est Marianne Williamson, donc dans Un retour à l'amour, qui disait ça, qui disait à chaque fois, elle demandait à Dieu, elle dit mais je comprends pas, à chaque fois je tombe à genoux et je comprends pas pourquoi est-ce que tu me remets à genoux à chaque fois. Tu vois, pourquoi je suis obligée d'aller à genoux pour genre comprendre, tu vois. Et j'adore cette phrase de Dieu qui lui dit la prochaine fois que tu seras à genoux, reste-y un peu plus longtemps. Tu vois. L'idée, c'est pas de rebondir. Rebondir, c'est genre, ouais, vas-y, allez, on y retourne. Non, c'est bon. C'est quand tu arrives à genoux, reste-y. Il y a une notion d'humilité. Il y a une notion d'abandon, de surrender, tu vois. Les gens, ils te disent l'acceptation, le lâcher-prise, etc. Mais foutaise. Tu vois, je veux dire, bullshit. On a fait l'événement à la Tour Eiffel. Je peux te jurer que les murs, ils ont tremblé. Hein. Parce que la matinée, on a dit aux gens, on va se dire la vérité. Vous allez commencer à vous dire votre vérité. Quand tu dis, les gens ils restent dans leur routine par peur d'eux, oui, ils pensent que c'est une sécurité, mais c'est une mort lente. C'est un chaos qui dure des années. C'est atroce comme mort. Donc personne ne veut de ça. Donc une souffrance pour une autre, c'est la même chose. Maintenant, je te rejoins. Il faut beaucoup de courage pour aller regarder ce qu'il y a à aller regarder. Parce que pour arriver dans ces espaces de revenir à l'amour que nous sommes, il faut accepter de voir certaines vérités, peut-être qu'ils ne nous font pas, tu vois, de savoir que tu as fui la France, qu'après tu as reproduit le même schéma, que tu es dans la dépendance affective, d'aller regarder ces ombres, ça pique. Et nous, c'est ce qu'on travaille beaucoup avec Géraud, c'est en mode dire, ok, on est l'amour.
Mais si on est l'amour, ça veut dire que il y a aussi la polarité dans ce monde, il y a la lumière, il y a les ombres. Viens, on regarde nos ombres, et viens, on les assume. Viens, on fait l'autodérision, viens, on se moque de nous-mêmes, et viens en même temps, on dit ouais, j'aime l'argent, il n'y a pas de problème, tu vois, viens, on joue le personnage à fond, et viens, on est à l'aise avec tout ça. Et ça, t'as vu, t'as dit le mot, par exemple, honte. Quand t'as dit la honte, non seulement tu l'as dit, mais aussi tu le ressens dans ton corps. Donc on est dans la blessure de l'humiliation à fond, et ça, ton ego, il le récupère en permanence dans ton mécanisme. D'accord ? C'est ce qui va t'empêcher, en fait, d'aller plus loin. Toi, tu vas l'utiliser en mécanisme de protection, pour être en sécurité, mais en réalité, ton ego, il se nourrit en interne en permanence. Tu vois ? Donc, c'est des mécanismes comme ça qu'on nourrit et dans lesquels on reste et on souffre. Alors qu'en réalité, plus tu es authentique, plus tu kiffes et plus, en fait, tu reviens à l'amour que nous sommes. Des fois, j'ai le sentiment que... alors, je ne sais pas si c'est cette époque qui veut ça, mais qu'on se pose trop de questions. Je côtoie des gens qui se posent pas de questions, qui ont l'air d'aller super bien, kiffent leur vie. Alors certes, c'est pas la vie que je voudrais, mais eux, ils ont l'air, ils boivent des coups, ils ont un boulot, bon, ils se plaignent. Je déteste ce genre de phrase. Ça va comment ? Ça va comme un lundi. Moi, c'est un truc qui mérite l'oreille totalement. Mais en tout cas, ils ont l'air d'être relativement ok avec leur vie et ce qu'ils mettent en place. Et puis il y a plein d'autres gens, sûrement vous qui écoutez le podcast aussi peut-être. C'est que vous vous posez des questions, et moi le premier. Est-ce qu'à un moment donné, on se pose pas trop de questions dans la vie ? Parce que quand tu parles de retourner à une authenticité, parce que l'authenticité, c'est pas juste en fait, je suis comme je suis, je vois mes zones d'ombre telles qu'elles sont. Genre, c'est passe-moi le sel, et puis en même temps, t'as lu Shakespeare. Tu vois, tout est simple et tout est compliqué. On est dans un monde de dualité, d'accord ? Donc, je pense que tout le monde a raison, tout le monde a tort, tout le monde dit la vérité, tout le monde ment, d'accord ? C'est pas un problème. Ce qui compte, c'est ce qui, toi, t'anime. Tu vois, moi, j'ai l'impression aussi, hein, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se posent pas de questions et ils sont heureux. Par contre, moi, quand je discute avec eux, tu vois, il faut pas que je pose une question trop poussée, hein. Parce que, comme un lundi, c'est bien, tu vois, l'arbre qui cache la forêt, hein. C'est pour pas aller plus deep. Parce que dès que tu vas un peu plus deep, le système, il pourrait vaciller. On a été en Suisse il y a pas longtemps. On a rencontré un homme dans un club cigare, tu vois, et puis pendant qu'on était en train de fumer le cigare, à un moment donné, tranquille, voilà, ce profil-là. Tu vois, ça fait 20 ans, je sais pas, depuis sa naissance, il est à Zurich, il est marié, il a des enfants, il est assureur. Ce qui était drôle, c'est qu'il est assureur d'assureur. Donc ça te donne une information déjà. Quand tu sais lire l'information, c'est que le gars, il est dans la sécurité de la sécurité. Ça veut dire que lui, il a peur de tout. Mais ça se voit pas, hein. Il a l'air cool, chill, hein. Tu vois, donc déjà, c'est pas la même lecture. Et après, lui, c'est bizarre, j'étais avec Géraud, je lui dis, j'ai l'impression qu'il est heureux. Tu vois, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, c'est quoi ton grand rêve ? Je t'en ai déjà eu un dans ta vie et je sais pas, c'est quoi ton truc ? Et il m'a regardé, il a bugué. Et il m'a dit... Et il n'a pas répondu ? Et il me dit, je crois qu'on m'a jamais posé cette question, et je crois que je me la suis jamais posée. Et moi, je pense qu'il a dû se poser la question pendant plusieurs jours. Donc je crois qu'on est venu faire l'expérience de nous-mêmes, c'est-à-dire l'amour. Et moi, l'amour, je le vois comme quelque chose de serein, de paisible, de joyeux et de grand. Grand. Tu vois, on est venu vivre notre grandeur, dans notre petitesse aussi, parce qu'on est un grain de sable, et en même temps on est l'univers tout entier. On est venu vivre toutes ces polarités par amour, pour jouer, pour kiffer. Tu vois ? Toi, tu t'aimes ? Ça dépend. Tu vois ? Il y a des jours où... je sais pas pourquoi, c'est quand mon mari me prend en photo. C'est vraiment ça. Hein. Quand mon mari me prend en photo, c'est tout un mécanisme. Quand mon mari me prend en photo, j'aime pas les photos qu'il prend. C'est rare. Ouais. Tu vois ? Mais quand je me regarde dans la glace... Quand je marche dans la rue et tout, je kiffe mon personnage. Donc ça, c'est le personnage. Par contre, l'amour que nous sommes, c'est pas ce je m'aime-là. Ouais. Tu vois, on fait l'erreur parfois. Tu vois, quand tu m'as posé la question, j'ai une espèce de... Tu vois, un truc comme ça, de me dire, est-ce que je m'aime en fait ? Bah non, il y a des fois, je m'aime pas. J'aime pas la graisse de mon personnage, j'aime pas ça, tu vois. Tu vois ? Mais l'amour que nous sommes, c'est pas ça. L'amour que nous sommes, il peut même pas s'expliquer avec des mots. Et je me trouve hyper chanceuse de l'avoir vécu, mais de façon très rare. Je le vis pas en permanence, en fait. Mais je sais ce que c'est.
C'est ça la différence. Et c'est quelque chose de tellement fort, tellement doux, de tellement grand, que les mots, en fait, c'est pour ça que ce soit les poètes, les prophètes, n'importe qui, ne peut pas t'exprimer ce que c'est l'amour que nous sommes. On peut qu'en faire l'expérience de temps en temps. C'est pour ça que l'amour amoureux, ça nous intéresse. C'est pour ça que les enfants, ça nous intéresse. C'est pour ça que l'argent, ça nous intéresse. Mais surtout l'amour amoureux et les enfants, parce qu'il y a une espèce d'amour, il nous rappelle l'amour inconditionnel, ou l'amour d'une mère, tu sais, fort, tu vois. Et bien ça, multiplié par X, mais c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est pas une sensation, c'est un état d'être. Un état d'être, ouais, voilà. D'accord, ouais, je vois. C'est marrant, là tu parlais d'argent, j'ai réalisé ces derniers temps que même en ayant fait de l'immobilier, donc en étant beaucoup plus en sécurité financièrement qu'il y a 5 ans, dans l'idée, je me suis vu jouer à l'euro-million, comme si ça allait régler tous mes problèmes. Parce que t'as pas le mindset de base. Ben, oui, mais c'est quand même fou d'avoir fait de l'entrepreneuriat pendant 5 ans, à fond, le mindset, etc. Et de te dire que tu as travaillé sur un sujet et que tu reviens comme à zéro. Tu vois, ça me fait un peu flipper en ce moment de me dire que j'ai bossé un sujet. Tu vois, que je suis parti du mec qui savait pas gérer sa thune, j'ai fait de l'immobilier, je me suis intéressé ensuite à la spiritualité et au développement personnel, ce qui a donné lieu à ce podcast. Et je me retrouve à avoir des blocages d'avant. Mais c'est un peu ce que tu disais là, ça veut dire que on peut tous en fait refaire les mêmes schémas continuellement et avoir cette ronde de quitter quelque chose, de penser s'en être sorti, que ce soit dans le couple ou dans une situation, en fait, et revenir quelques années plus tard. En fait, tu l'as jamais quitté. C'est comme quand tu as fui la France pour aller en Inde. C'est une fuite. Tu es parti chercher l'immobilier pour fuir la peur du manque. Donc tu t'es dit, je vais me sécuriser. Oui. Et ça va m'apporter en fait la paix de l'âme, de l'esprit. Mais tu cours toujours après. C'est pour ça que nous, on a dans notre conciergerie privée, on a des millionnaires. Hein. On a des personnalités, pas de problème. Ils ont les millions sur leur compte. Mais la peur, en fait, qui est derrière, à partir de laquelle ils ont construit les millions, elle est toujours là. Pas réglée. L'insécurité, derrière laquelle se cachent les millions, la célébrité, etc., elle est toujours là. C'est pour ça que ça change rien. Nous, en fait, et c'est pour ça qu'on est serein, parce qu'on s'en fiche, en fait. L'argent, il y en a pas, on s'en fout. C'est mieux d'en avoir dans ce monde-là, parce que c'est un outil, c'est un moyen, tu vois ce que je veux dire. Par contre, ce que ça cache, c'est ça la problématique. Toi, aujourd'hui, dans ton wording, dans ta façon de parler, dans ta façon d'être en lien avec l'argent, t'as dit thune. Rien que la façon dont tu parles de l'argent, eh oui, c'est tout un mindset. Hein. Nous, parfois, on accompagne des gens. En général, c'est entre 3 mois et 1 an pour vraiment reprogrammer en fait le système, mot par mot, croyance par croyance, le transgénérationnel. On va regarder leur relation à leurs parents. Si on parlait de ta relation avec tes parents, je pourrais te décrire tout ce que tu vis aujourd'hui dans ta vie sans connaître l'histoire de tes parents. Je peux te dire pourquoi tu es comme ça aujourd'hui et quelle éducation tu as eue. Tout. Tout ce qu'on choisit est en lien avec notre éducation, nos croyances, notre plan d'incarnation aussi en tant qu'âme, hein, c'est pas un hasard non plus, d'accord ? Mais on peut avoir une lecture. Et le fait d'avoir cette lecture-là me permet de comprendre, et de comprendre, c'est de me dire, tiens, pourquoi j'ai fait ces choix-là ? Parce qu'il n'y a pas de hasard dans tous les choix qu'on fait. Donc, si tu veux aujourd'hui, si je veux vraiment agir sur la notion argent, sur cette notion-là, ou amour, couple, c'est au même endroit pour moi à chaque fois, tu vois ? Le business et le couple, c'est la même chose pour moi. Je le vois de la même façon. Je construis un business comme je construis une relation amoureuse. Kiff, kiff. D'ailleurs, on dit à nos entrepreneurs, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs aussi, on leur dit, tu veux upgrader dans ton business ? En général, on ira regarder aussi le couple. Où est-ce que t'en es dans tes relations amoureuses ? Et parfois, le business va bien, mais le couple va pas bien. Enfin, le couple va bien, mais le business va pas bien. Et on leur dit, utilise le couple, la transmutation sexuelle, tout ça et tout, parce que si l'un va bien, l'autre va bien. Tu vois, et les enfants vont bien. Et les amis vont bien. Tout va bien après. D'accord ? Donc, il y a toute une reprogrammation à faire pour être à l'aise avec ça. Si tu parles de thune, tu auras la vibration de la thune. On ne parle pas de la thune. Tu ne me verras pas parler de balles, de thune, tout ça. C'est vraiment de sous. J'ai des gens qui sont millionnaires. Ils ont un porte-monnaie. Je dis, mais... à scratch, voilà, comme dit mon mari, à scratch. La première chose qu'on leur fait, c'est on leur offre un porte-monnaie en cuir. Viens, on va l'acheter ensemble chez Hermès. Il faut qu'il ait de la valeur.
Moi, j'aime bien la matière pour ça. Je suis pas fan d'Hermès, tu vois. Je veux dire, mais je trouve ça intéressant. Les gens qui disent, ouais, je comprends pas, pourquoi on mettrait 300 000 euros dans un sac? Je fais, tu sais ce que c'est que d'avoir un sac à 300 000 euros? Tu l'as déjà vécu ou pas? C'est pas ma valeur. Encore, ma valeur, c'est pas mon délire. Mais je me dis un jour, je vais rien que pour l'expérience. J'aimerais avoir un sac à 300 000 pour voir ce que ça fait. Parce que tant que t'as pas eu un sac à 300 000 dans ta main, tu ne connais pas la vibration d'un sac à 300 000 dans ta main. C'est pas le sac, c'est la vibration. Ouais, c'est... ok. T'as évoqué le mot peur, notamment de certaines personnes qui peuvent être millionnaires et avoir des peurs. Toi, c'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui? J'en ai dans mes peurs d'humaine, tu vois, parce que je vis l'expérience quand même de mon humanité. J'en ai plein, hein. J'en ai plein. Je sais pas, la peur de partir trop tôt. Tu vois, je me dis non, laissez-moi encore un peu, tu vois. Et alors, bon, c'est moi qui choisis, mais peut-être que je partirai plus vite que prévu, parce que j'aurais terminé ce que j'ai à faire. Mais dans ma peur d'humaine, j'ai envie de voir mes enfants grandir, tu vois. J'ai envie de les voir se marier, tu sais, et tout. J'ai cette peur-là, tu vois. J'ai la peur de la souffrance au niveau du corps. Je l'ai dit, je reviens de Suisse. On a vécu une expérience en haut de la montagne. J'ai fait du ski en Suisse, je me suis pété le genou. J'ai peur de la souffrance physique au niveau du corps, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aime pas, tu vois, c'est pas... Mais j'apprends à vivre avec et j'apprends à... si ça arrive, je suis obligée de l'accepter, tu vois, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme peur? Le genou, c'est un problème chez toi, non? J'ai eu plein de fois des problèmes au genou, ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Le corps parle pour nous? Tout le temps, ouais. C'est... Quand, par exemple, toi, tu as un problème au genou, tu te poses des questions, Enfin, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, logique. Enfin, je veux dire, non, mais il faut être clair. Ce qui n'est pas compris se reproduit. Ouais. Non, mais je veux dire, tu peux être dans le déni. Tu peux dire, ouais, c'est juste un petit mal au genou. Et puis, non, c'est pas juste un mal au genou. Là où ton corps te parle, il te donne une information précise. Ce qui... oui, avant de partir en Inde, j'avais très mal à l'épaule. Et j'arrivais pas à m'accouder contre mon ex-compagnon. D'accord. Droite ou gauche l'épaule? Droite. Voilà. Oui. Of course. Dans ton cas de figure, c'est logique. Et c'était très douloureux au point que, en fait, j'étais obligée de lui dire, je peux pas aller contre toi, j'ai mal. C'était drôle de lui dire ça. Oui, non mais regarde, je te dis, on n'a pas, il faudrait faire plusieurs podcasts. Alors, regarde les phrases que tu prononces, parce que nous, on est au laser avec Jérôme. Je ne peux pas m'appuyer contre toi. Contre, il est à double sens. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, tu totalement. vois. Et tu as mal du côté droit, côté masculin. Ouais. Épaule, coude, accoudé, rien que dans ce que... Donc, quand tu dis, est-ce qu'il faut se poser beaucoup de questions, c'est pas se poser beaucoup de questions qu'il faut. C'est apprendre à lire tout ce qui se manifeste. Nous, on lit en permanence, on a une lecture permanente. C'est... Là, tout ce que tu dis, je pourrais décortiquer et te dire, ah d'accord, ok, bon on va parler de ça. On va pas le faire là, tu vois. Tel que je te vois, il y a un côté très psychologue, en fait, dans cette lecture. J'ai l'impression couplé à t'as quoi, c'est de la clairvoyance que tu as? Tu parlais tout à l'heure, tu vois des images. Clairaudience, clairvoyance, clairsentience, tout ce que tu veux. Donc tu ressens des choses par rapport aux autres, en plus de la traduction que tu fais sur les gens, c'est ça? C'est ça. Mais c'est quelque chose qui a toujours été en toi ou que tu as développé à un moment donné? On développe. Mais t'avais en toi déjà une clairvoyance, audience On l'a tous. On est tous médiums, hein, donc on est tous médiums, tous guérisseurs. Par contre, tous télépathes, enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, on n'a pas tous les mêmes personnages, on n'a pas tous les mêmes aptitudes, si tu veux. Il y en a qui vont plus travailler le muscle. Moi, j'ai travaillé peut-être plus cette sensibilité au niveau de l'empathie. C'est que j'étais plus empathe, tu vois, plus sensible, tu vois, à ce niveau-là, qui est une force. Plus de vulnérabilité, c'est ce que j'ai aimé chez toi d'ailleurs, qui offre des espaces d'authenticité. On peut vraiment discuter de cœur à cœur ou d'authentique à authentique. Mais derrière, après, tu travailles le muscle. Tu vois, moi j'ai appris à lire. C'est vraiment apprendre, hein. Dans l'école des artisanes, en 3 mois, elles apprennent à lire. Tu vois, elles se lire elles.
Et après, elles mettent beaucoup de temps, en fait, à apprendre à lire les autres. Mais en apprenant à lire les autres, elles apprennent ça s'apprend, en fait. Et c'est une méthode, tu vois. Maintenant, c'est clair que tu étudies la psychomorphologie, voilà, on a été formé à la constellation familiale, on a été formé aussi au mécanisme de l'ego. Tout ça, ce sont des méthodes, tu vois. Par contre, ce que nous sommes, nous ne pouvons que en faire l'expérience. Et ça, c'est des espaces dans lesquels on pénètre. Et plus je vais apprendre à me connaître, et puis, en fait, je vais pouvoir laisser des espaces, en fait, à ce que je suis véritablement. Voilà. Qu'est-ce que le couple t'apporte aujourd'hui ? Kiff absolu. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Là, ça fait 8 ans. 8 ans qu'on est ensemble tous les jours. Et 4 heures sur 24. Et tu veux dire que mes questions sont très dans le comment. Hein. mais il faut poser le comment, c'est OK. Hein. Moi, j'offre des méthodos, donc il n'y a pas de problème. Hein. Comment on garde un... Je sais pas si c'est le feu sacré, mais allez, le feu sacré dans une relation après 8 ans. C'est quelque chose qui m'a manqué. Ma question ne vient pas par hasard. Hein. J'imagine. C'est quelque chose qui m'a manqué avec mon compagnon. Et du coup, j'ai énormément posé de questions aux gens autour de moi. Depuis combien de temps vous êtes ensemble et quelle est votre relation aujourd'hui ? Et je sens souvent un truc de c'est pas comme avant, ouais, mais style sexuellement, ça va quand même. Non, c'est pas comme avant, mais c'est normal. Et je n'arrive pas à savoir, est-ce que c'est normal au bout de tant d'années de couple qu'il n'y ait plus la flamme, que ce soit même ne serait-ce qu'à deux et sexuelle, ou est-ce que il y a quelque chose à comprendre, à expérimenter, à être, pour finalement être toujours dans une vibration qui peut-être évolue, mais quand même un amour qui est présent et qui ne me paraisse pas, comme quand je parle aux gens, un peu fade et effacé. Et ça me dérange. Parce que souvent on m'a dit « Mais pourquoi tu te sépares ? Vous vous entendez bien ? Tout allait bien ? » Enfin, tout allait bien, non, c'est faux. Mais on va dire que vous entendiez bien. Et des fois, ça me perturbe quand les gens essayent de te dire « Mais c'est bizarre, ça allait bien entre vous quand même, pourquoi t'es parti ? Enfin, pourquoi vous vous êtes séparés ? Parce que c'est d'un commun accord. » Et de me dire « Moi, je suis idéaliste ou pas ? Je veux quelque chose de plus grand. Moi, je veux un truc où je me fasse pas chier. » Et là, on continue à se voir. On était au resto il y a 2 jours. Et on est potes, on a été voir Madonna il y a 2 semaines ensemble. Enfin, je veux dire... C'était génial, on a adoré. Mais... C'est-à-dire que, je veux dire, des fois on m'a dit, mais tu vois plus ton ex depuis que vous êtes séparés. Oui. Quand vous viviez ensemble, vous passiez aucun moment de qualité. Depuis que vous êtes séparés, vous allez au resto, vous allez voir un concert, vous allez faire ceci. Mais en même temps, j'ai pas envie de me remettre avec. J'ai peur d'être seule, je me sens un manque d'amour, mais j'ai compris qu'il faut pas que j'aille le chercher. C'est pas mon ex qui va me le rapporter. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je m'éparpille un peu. Hein. Non, c'est top. Mais la question était vraiment même pour tous les gens, quand on est depuis des années et qu'on sent qu'il manque un truc, est-ce que l'amour véritable, est-ce que c'est le bon, pas le bon ? Est-ce qu'il y a un amour véritable ? Est-ce qu'il y a une passion qui peut durer toute une vie ou pas ? Écoute, il va falloir que tu nous réinvites avec Géraud sur notre couple, parce que t'as pas encore lu le livre. Ouais. Quand tu vas lire le livre, il y a 4 pages qui parlent de l'amour. Qu'est-ce que l'amour ? Est-ce que c'est l'amour amoureux ? Est-ce que c'est la méthode de « fuis-le et tu suivras, suis-le et tu fuiras » En fait, moi, j'ai posé toutes ces questions-là à mon mentor à l'époque. Parce que je ne comprenais pas la relation amoureuse. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et en fait, je ne sais pas si tu es prêt à recevoir la réponse, parce qu'elle risque de ne pas te plaire. Oh. Foutu pour foutu. T'as fait foutu pour foutu, allons-y quoi. Parce que moi quand j'ai reçu la réponse, il y a une petite mort. T'as parlé de deuil tout à l'heure, il y a une petite mort. Moi qui aime l'amour, qui aime tout ça et tout. Et en fait, la problématique pour laquelle en fait aujourd'hui ta relation ne fonctionne pas et que pas pour tout le monde, il y a des gens pour qui ça marchera, mais pour la raison pour laquelle notre relation fonctionne avec Géraud, c'est qu'à la base, elle n'est pas bâtie ni sur le tombé amoureux, ni sur la passion, ni sur le coup de foudre. Nous, on s'est mariés, on n'était pas amoureux.
je t'ai dit, c'était comme un business, hein, à la base. Hein. On va se marier, ça va nous offrir une sécurité, en fait, on était très pragmatique là-dessus, ça va nous offrir une sécurité émotionnelle, financière, et en fait, on est dans du compagnonnage. Ok. Eh ouais, je t'ai dit que... Ouais. Et donc, on était très pragmatique. On ne s'est pas laissé... en fait, on a travaillé vraiment, et c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements, d'aller dans quelque chose de beaucoup plus profond, plus authentique. Ce que tu appelles le sacré, il va falloir enlever toute la couche de vernis qui est au-dessus, qui est la passion, qui est le sexe, tu sais, passionné, tout ça et tout, pour rentrer dans une sexualité qui est beaucoup plus deep, par exemple. Nous, on a pratiqué Barry Lang. Barry Lang, la première fois que tu pratiques, tu viens, c'est tu quoi te mets... Ouais, Barry Lang, c'est un auteur, où le livre, t'arrives, tu te mets tout nu, tu dois couper le mental, la projection, et l'objectif, c'est que les corps savent faire l'amour. Ouais. La première fois, c'était gênant. Hein. La première fois, c'était en mode... Et tu dois parler, en plus, tu dois dire, alors là, t'aimes bien ça, et qu'est-ce que ça fait chez toi? Enfin, t'es là, c'est pragmatique, quoi. Donc, t'as l'impression que c'est du sexe sans amour, ou du sexe sans passion. Mais en fait, pas du tout. Et c'est vrai que les gens comprennent pas ce qu'on vit avec Géraud, parce que nous, on vit l'inverse. C'est-à-dire que plus on apprend à se connaître dans les années, et plus on kiffe. Moi aussi, je t'aime, chérie. Il est derrière. et donc, plus on s'aime, et plus on découvre une sexualité, mais vraiment, genre... Et c'est fort, c'est très, très fort. Et on n'a pas eu la passion, on n'a pas eu tout ça. Et on a vécu des relations passionnées avec d'autres personnes. On a vécu des sexualités qui étaient un peu plus olé olé et tout ça et tout. Mais en réalité, ce qu'on vit là avec Géraud, c'est beaucoup plus deep. Et quand tu dis j'ai pas envie de me faire chier, etc., ça tombe bien, Jérôme, en fait, il n'y a pas une journée dans des Indiana Jones tous les jours. On ne sait pas ce qu'on va vivre. Même dans notre relation, on se surprend tous les jours. On est en mode... moi, je connais pas Jérôme, en fait. J'apprends à le connaître. Je connais ses mécanismes, je connais ses peurs, je connais plein de choses de lui. Mais en réalité, je ne le connais pas, je le découvre. Et je pense que j'ai toute une vie pour le découvrir, et c'est trop bien. Mais c'est pas lui que je découvre, c'est moi, dans le cadre de notre couple. Et c'est ça qui est beau dans le couple. Et le problème dans les autres couples que sûrement tu as vécu et que la plupart des gens vivent, c'est qu'ils vivent pas le couple, en fait, vraiment dans cette profondeur-là. Ils vivent le couple par besoin de sauver l'autre ou par besoin d'être sauvé par l'autre. Et là, ce que j'aime bien dans ta relation, ce que tu dis, c'est que maintenant, ta relation, elle peut commencer. Oui. Oui. Mais je suis beaucoup plus honnête oui. Depuis qu'on est séparés. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de projection, il n'y a pas tout ça. Tu vis juste ce que tu as à vivre dans cette relation. Je lui dis beaucoup plus ce que je ressens. Il est au courant du chaos que je traverse, etc. Je lui en cache pas. C'est ça. Et c'est pas grave si au détour d'une pizza, je lui dis il y a 2 jours, je pensais à mon enterrement. Voilà. Et lui, il est choqué. Parce que lui, il a pas encore totalement... Moi, autant je suis en mode, on peut tout se dire maintenant. Lui, je vois qu'il est encore dans ses schémas un peu... Mais... Je sais pas si on peut tous dire. Moi, je sais pas si on se dit tout avec Géraud. Mais parfois, on se dit des trucs et c'est chaud. Parfois, par exemple, je donnais l'exemple de... Un jour, je l'ai regardé, je lui ai dit... je disais, toi, je t'aime tellement. Et il m'a regardé, il m'a dit, vraiment? Et je lui ai dit, en fait, non. En fait, je t'aime pas. Et il m'a dit, merci. Maintenant, on peut s'aimer. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que je lui disais que je l'aimais tellement, mais que c'était pas vrai. Ce que j'aimais, c'était pas de l'amour. C'était une couche de vernis sur quelque chose qui me donne de l'excitation, des frissons, du verbiage, tout ce que je veux, quoi. C'est quoi la différence, selon toi, entre être amoureux et aimer? Nous, on dit être amoureux ou être en amour. Ouais. Tu vois ? Mais aimer, ça marche aussi. Aimer, c'est être authentique. Aimer, c'est être vulnérable. Aimer, c'est s'accepter pleinement et accepter pleinement l'autre, ce qu'on pourrait appeler ce genre d'amour inconditionnel. Ça, pour le coup, on peut tenter de l'atteindre. Ça se pratique, tu vois, pour revenir à l'amour inconditionnel que nous sommes à la base. D'accord ? Mais être amoureux, c'est beaucoup lié à l'émotionnel. Tu sais, les papillons dans le ventre, les trucs, le machin. C'est très lié au corps, en fait. Tu vois, t'as des gens qui sont pas dans le corps et qui s'aiment profondément, en fait. Tu vois, et qui vivent une relation qui est waouh. Et ils sont pas dans le corps.
Maintenant, moi je pense qu'un couple, on est dans notre humanité, c'est une sexualité épanouie, c'est que des leviers pour revenir à ce que nous sommes en fait. Si tu as une sexualité qui est... J'étudie, tu vois, les sexualités parfois où les gens vont dans des extrêmes de sexualité. Moi je leur dis, on peut parler de tout. Et dans nos accompagnements privés, les gens nous confient des choses très intimes. Mais en fait, on leur a dit, nous, en fait, on s'en tape. On s'en fout. Par contre, on veut comprendre, dans ton mécanisme, qu'est-ce que ça représente. Il y a des systèmes de punition, tu as des mécanismes de punition, d'autopunition. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui, par exemple, vont dans une certaine sexualité, au final, pour atteindre un certain orgasme, parce qu'ils cherchent l'amour. C'est ce qu'on cherche dans l'orgasme, dans ce moment d'extase qu'on a goûté un petit peu, mais on l'a fait du point de vue mécanique. Et derrière, on revient à une espèce de culpabilité juste derrière où tout a disparu, comme par magie. On se dit, mais il y a 2 minutes, c'était la personne la plus extraordinaire du monde. Et une fois que l'orgasme est passé, tu dis, ouais, tu vois, ça dure pas. Parce que c'est éphémère, parce que c'est synthétique. Ouais, c'est comme si on est dans le plaisir, on n'est pas dans le bonheur. Tu vois, un plaisir un peu... tu sais, comme manger un carreau de chocolat, ce truc ultra on est dans le direct. corps, chimique. Ouais. On est dans la chimie du corps. On est dans la chimie du corps, mais la chimie du corps, elle est très éphémère. Tu vois. Alors que ce qu'on est véritablement, c'est pas tout ça, en fait. C'est beaucoup plus calme, c'est plus... Voilà, et c'est là où le bonheur véritable se manifeste. Il fait pas de bruit, comme dit Christophe Maé, tu vois. C'est là. Non mais vraiment, c'est ça. Je suis en train d'un moment donné de faire un truc simple avec mon partenaire. Et je suis en train de vivre un moment d'intensité, de bonheur intense, tu vois. Et ce moment-là, il fait pas de bruit, tu vois. Il est pas en mode ah non mais je veux pas me faire chier, tu vois. À ce moment-là, je fais non, je suis juste en train de vivre. Je suis en train de manger ma pizza. Je suis en train de te raconter ce que je ressens. Et j'ai l'impression que c'est ça le bonheur, en fait. De toute façon, là, on va devoir arrêter un moment donné. À un moment donné. Mais tu me fous toutes mes insécurités devant moi. C'est ma mère qui m'a dit ça. Avec toi, on a l'impression que ta vie, ça doit être un film hollywoodien. Ouais. Et elle me dit ça quand je voulais me séparer de mon ex. Parce qu'elle m'a dit, mais une relation sentimentale n'est pas un film hollywoodien. Ça peut l'être. Ça peut, ouais. Non, ça peut l'être, mais il y a ces petits moments de bonheur qui ne font pas de bruit et qui ne brillent pas toujours. Clairement. Ça peut briller, clairement. mais pas toujours. Absolument. C'est marrant parce que je me vois, je me dis, oh là là. En fait, remplace juste tes insécurités par la vie. Arrête de vouloir tamponner tout ton chemin en fait, de matelas pour ne pas avoir mal. Vis la vie et vois ce qu'elle t'offre. Il y aura des fois où tu vas tomber et juste, c'est OK en fait. Tu vois, il y aura des fois où tu auras envie de rester à terre et puis tu diras, voilà. Mais la seule chose qu'il ne faut pas faire, et c'est ce qu'on fait tous, c'est d'essayer de prédire l'avenir et donc de te mettre en sécurité pour ne pas souffrir. Et c'est ça qui fait que tu souffres. Ouais. Tu vois, et que tu grattes un millionnaire même si tu as de l'argent. Tu vois, gratte un millionnaire parce que ça te fait kiffer, tu vois, et tu fais trop bien et tout. Et ce qui va t'amener justement à ouvrir la voie de l'abondance, parce qu'on n'a pas répondu à cette question quand même pour le mois de janvier. C'est vrai. Ah non, j'oublie pas. Hein, moi, c'est vrai. Moi, j'ai tout le fil conducteur de tout ce qu'on a dit. Hein. L'épisode ne ressemble en rien à ce que j'avais imaginé. C'est vrai ? Rien. Trop bien. T'imaginais quoi ? J'avais un peu ta vie en tête et je pensais qu'on allait là-dessus et en fait c'est parti dans plein de directions mais que je trouve passionnant. Et c'est ça qui est top aussi et c'est ça que j'aime avec les épisodes quand c'est à mon sens très authentique, c'est que c'est une conversation qui amène quelque chose d'unique à l'instant T et avec toi j'ai le sentiment d'être là-dessus parce que aussi tu réponds mais tu cherches pas... Enfin, j'ai pas le sentiment, parce que je me trompe, mais j'ai pas le sentiment que tu cherches à avoir un discours à raconter. Tu dis ce qui est là à un moment T et tu balances, quoi. En fait, ce qui m'intéresse, c'est toi. Dans notre discussion. C'est tout ce que tu me partages. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'apporter, en fait, une perception des choses. Si j'arrive... Et ça, c'est ma quête à moi, tu vois, c'est ma mission. C'est ce qui m'anime en fait. À un moment donné, en fait, j'arrive à bouger un petit truc et ça s'est produit plusieurs fois dans notre discussion. Alors moi, ça me remplit de joie parce que je me dis, waouh, c'est bon, il commence à avoir la brèche. Et s'il y a la brèche, alors
on peut ouvrir quelque chose de beaucoup plus grand. Mais c'est un cheminement. Et moi, c'est ce que j'aime faire dans nos échanges et c'est ce que j'apprécie chez toi. C'est comme tu es authentique, que tu es ouvert, on peut, tu vois, je te pose des questions et tu me réponds vraiment avec beaucoup d'authenticité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. C'est ce que j'ai aimé, c'est pour ça que je t'ai écrit. Et que je t'ai dit, voilà, j'adore ta vulnérabilité parce que c'est quelque chose de puissant. Donc là, on a ouvert des espaces et c'est dans ces espaces-là que tu vas pouvoir ouvrir encore plus. Il faut plonger parce que là, tu vois, on a ouvert, on a planté des graines, mais il va falloir aller arroser la graine. Il va falloir apprendre à gérer la terre et pas à laisser d'autres plantes venir s'installer, pas à venir déterrer la graine en permanence, parce que c'est ce que tu fais parfois inconsciemment. Et l'objectif de notre discussion, c'est pas une discussion, c'est un espace énergétique dans lequel la guérison, en fait, se manifeste. La guérison, c'est de se rappeler qui nous sommes véritablement. Tu vois. Donc, et c'est vrai que j'avais pas mal de clients dans mes débuts qui me disaient ça. Ils me disaient, quand on rentre dans un rendez-vous avec vous, on ne sait pas où ça va. On a l'impression que c'est plein de choses. Mais en réalité, quand on ressort, tout le soin va se délivrer jusqu'à la prochaine rencontre. Parce que ça marche comme ça. Et tu es devant ton paquet de céréales. Et puis tu te dis, oh, waouh, c'est ça qu'elle voulait dire. Ou c'est ça que j'avais compris à ce moment-là. Ça se délivre après, tranquillement. Donc toi, maintenant que tu as compris, on a parlé de relations amoureuses et d'argent parce que c'est au même endroit, l'abondance. Donc pour le mois de janvier, c'était pas une question du burn-out. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que moi j'ai une autre lecture. T'es pas en train de te mener au burn-out. T'es en train de te mener vers ta mission de vie. C'est pas pareil. Tu vois, t'es en train de te mener là où ça t'anime. Et maintenant, il va falloir que tu concilies l'argent, l'abondance financière avec ce que t'aimes. C'était ta question pour clôturer sur le sujet. Et pour ça, dans ta croyance, c'est le fait de faire un podcast par semaine. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet est ailleurs. Quand tu comprends où il est le sujet, alors tu peux agir dessus et tu peux réconcilier, en fait, la partie ce que j'aime avec l'argent. Eh ben, dis donc, quel épisode. Juste avant de finir quand même, parce que c'est la question signature du podcast, qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Vivre. Vivre. Vivre pleinement. T'as attendu longtemps ? Oui, 35 ans. 35 ans. Je vivais à peu près avant, mais c'était plus de la survie que de vivre. Aujourd'hui, je vis, et je remercie mon mari pour ça, parce que c'est ce qu'il m'a apporté. Et il est venu m'apporter, en fait, oser, ce que j'ai aimé, le titre de ton podcast aussi. Il m'a appris oser, vivre, en fait, ce qu'il y a de plus grand chez moi, en fait. Et oui, il y aura sûrement des peurs. Il y en a encore, tu vois, quand je monte sur scène, parfois, juste avant de monter sur scène, j'adore aller sur scène, et en même temps, juste avant de monter, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Quand je vais dans un rendez-vous, je me dis, je vais donner ce qu'il y a de meilleur, parce que je suis experte sur le sujet. Mais qu'est-ce qui va sortir, en fait ? Et je vais m'autoriser, je vais oser pleurer, je vais oser être vulnérable, je vais oser tout ce que, finalement, je cachais avant par peur de ce qu'on dira, peur d'avoir honte, peur de ne pas savoir, peur d'être ridicule, peur de souffrir, tout ça. Aujourd'hui, je me dis, c'est OK. Je trouve que c'est une bonne façon de terminer cet épisode. En tout cas, cette idée qu'on peut changer nos peurs, quelque part, faire en sorte qu'elles bougent, de vivre avec, et en même temps de réussir à aller au-delà de ces peurs pour vivre pleinement et vivre simplement. Clairement. On peut te retrouver sur ton site internet. Oui, sur Instagram aussi. Sur YouTube. Instagram. Il y a tous les liens dans la description. Ton livre ? Oui. Notre livre, oui. Oui, avec Géraud. Julie. Et Julie. Le paradis existe. C'est vous qui le créez. Tout simplement. Rien que ça. Donc c'est vrai que j'avais pas eu le temps de le lire avant de se voir, mais là je vais le dévorer. Clairement, je vais le dévorer. Le lien aussi du livre pour ceux qui veulent est dans la description. Si vous n'avez pas envie d'aller chercher sur Google, vous cliquez sur le lien, c'est tout aussi simple. Et puis, je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci. Peut-être justement à bientôt avec Géraud pour parler de relations humaines et de couple. Plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt, Anissa. Merci beaucoup, Nico. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'as-tu pensé de cet échange avec Anissa ? Comme je le disais en introduction, c'est un épisode qui m'a bousculé plusieurs fois et c'est pour ça que je n'ai pas forcément coupé les blancs dans cet épisode. T'as dû remarquer que je reste sans voix, que Anissa me regarde et que on se regarde vraiment dans les yeux et que je ne sais pas quoi dire parce que dans ma tête, ça réfléchit énormément. Et c'est ça que j'ai aimé avec cet échange. Alors, même si effectivement, on a beaucoup parlé de mon expérience personnelle, parce que effectivement, j'ai amené mes sujets que tu connais souvent dans mes problématiques actuelles, bien que en 2024, tu vas voir que j'ai bien envie que tout cela change et évidemment de tourner la page sur bien des choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent dans les problématiques, peut-être que là qui m'étaient personnelles, tu as pu toi t'y retrouver et te poser ces fameuses questions que Anissa m'a posées. Et c'est ça qui est intéressant. Dans mon histoire, tu t'y retrouves et moi je me retrouve aussi dans les histoires des autres. Finalement, c'est tout à fait ce côté effet miroir qu'on retrouve là dans ces interviews. Bref, j'espère que tout ça t'a plu. Tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Franchement, ce serait l'un des plus beaux cadeaux de 2024. Et Osez by Nico, l'Instagram, n'hésite pas à aller voir les vidéos pépites et de partager en grand nombre l'épisode ou les réels, les reels d'Instagram si cela t'a parlé. Allez, je te dis à très bientôt. Salut!